Dans ce vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 4.2 de Séguin sur la trajectoire des particules dans des champs magnétiques. Il s'agit cette fois-ci de la situation 5 et on va lui associer éventuellement la question instantanée 4. Situation 5 s'intitule Un spectromètre de masse sans sélecteur de vitesse et dont on peut prendre connaissance à la page 354 de Séguin. Encore une fois, je vous fais la remarque, en tout cas pour mon livre à moi qui est un peu vieux de Séguin, il y avait une erreur de référence. La question instantanée 4 faisait référence à la situation 4 alors qu'elle devrait faire référence à la situation 5. Donc, c'est une dernière situation. Moi, c'est des super belles situations qu'on fait depuis tout à l'heure de physique. Je trouve que c'est des super beaux problèmes de physique là, qui font appel à un paquet de concepts, mais qui expliquent des équipements réels qui existent. Et que même si c'est des situations relativement complexes, si on est méthodique et rigoureux puis qu'on y va tranquillement, ben on est capable de les décortiquer en principes simples, un après l'autre. Bon, on va commencer par la lire une première fois. Après la première lecture, ben, tout de suite au départ, on nous dit qu'on reprend la situation 4, mais que cette fois-ci, il n'y a pas de sélecteur de vitesse, ce qui va vouloir dire qu'on n'aura pas de vitesse uniforme. Qu'on va accélérer nos particules, comme on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, grâce à une différence de potentiel de 1200 volts. Vous allez voir dans quelques instants, j'ai probablement, la première fois que j'ai fait le problème, écrit 1200, et en le traitant, à un moment donné, j'ai rajouté le petit moins. Là, ils apparaissent les deux en même temps, là, mais ils devraient apparaître un après l'autre suite à l'étude de ma situation. Excusez. Évidemment, ce genre de situation-là mis à l'examen, c'est certain que vous allez avoir un dessin de base de l'équipement, ce qui va manquer les paramètres dessus, là, mais au moins vous n'aurez pas à dessiner l'équipement. Mon dessin ici ne sera pas très joli, là, je serais plus parti avec un dessin comme dans Séguin, fait que prenez le temps d'aller le voir puis de l'étudier, où ce qu'on voit vraiment les deux plaques qui accélèrent à l'aide du potentiel, puis qu'on voit le spectromètre avec la plaque où ce que les électrons vont venir tourner. Donc j'aurais utilisé beaucoup plus là, le dessin de Séguin en enlevant certains paramètres dessus. Donc, on mentionne qu'on travaille avec les mêmes particules de tout à l'heure, donc la carbone 12, carbone 14. La partie spectromètre est pareille, donc le même champ de déviation de 0.04 Tesla. Comme tout à l'heure, on va nous demander quel est l'espace de déviation entre les deux particules lorsqu'elles vont frapper l'écran. Et on nous mentionne que dans la partie accélération, donc sur la première plaque de la partie accélération, je vais déposer mes particules avec une vitesse initiale négligeable. Pour moi, négligeable, ça devient une vitesse initiale de 0. Donc, le dessin de la fin reste pratiquement identique. La seule chose que je vais avoir changé, c'est comment j'ai appelé mon vecteur vitesse à la fin de la première partie. Okay? Parce que je n'ai pas de sélecteur de vitesse qui fait que je choisirais toujours la même vitesse, que j'accélère à l'aide d'une différence de potentiel. C'est sûr que là, j'ai dans ma tête comment va se calculer la vitesse, mais il faut réaliser que quand on va calculer la vitesse, on va être associé à Q fois delta V, ce qu'on a déjà fait dans un chapitre précédent. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas la même charge, mais le même potentiel, mais ils ont la même charge et le même potentiel. Donc, oui, c'est vrai qu'ils vont varier de la même énergie, mais cette énergie-là va faire varier la vitesse, la vitesse, donc l'énergie cinétique, puis ils n'ont pas la même masse. Je vous rappelle vite comme ça que l'énergie cinétique, c'est 1/2 fois m fois v carré. Donc, étant donné que je n'ai pas la même masse, je n'aurai pas le même gain d'énergie cinétique. Quelqu'un pourrait me faire, ouais, mais ça s'appliquait tout à l'heure, ça, on n'avait pas les mêmes masses non plus, donc il pouvait avoir des énergies cinétiques différentes puis des vitesses différentes. Oui, mais ceux-là qui ne sont pas à la même vitesse vont être déviés. Tout à l'heure, quand on a un sélecteur de vitesse, c'est justement, ça sert à sélectionner les particules qui ont la même vitesse. Fait que s'ils n'ont pas la même vitesse, ils sont déviés. Fait qu'immanquablement, il va sortir des particules à la même vitesse. Ici, je n'ai pas de sélecteur de vitesse, donc le fait que j'ai des masses différentes, ben, à la sortie, il va sortir des particules avec des vitesses différentes. Donc ici, je n'ai pas écrit juste V, j'ai écrit V final, puis j'ai mis un petit indice là, pour rappeler que je vais avoir deux vitesses. J'aurais dû écrire vitesse finale de 12 puis vitesse finale de 14 puis des vecteurs vitesse de longueur différentes. Je pense qu'il est important là, pour la compréhension du problème de dessiner deux vecteurs différents. Donc, j'ai des particules qui ont deux vitesses différentes à cet endroit-là. Un peu comme tout à l'heure, j'ai de la misère à dire lequel serait avec la plus grande vitesse.
Est-ce que c'est celle qui est plus pesante ou celle qui est plus légère? J'aurais le réflexe de penser que c'est la plus légère, qui est facile à accélérer, qui va gagner le plus de vitesse. Donc, le vecteur plus long serait V12, puis l'autre V14. Je ne suis pas sûr, je peux attendre avant de déposer mes variables. Au même titre là, que je devrais attendre avant d'identifier lequel est lequel. Avec certitude. Évidemment, je vais faire attention comment le problème serait proposé à l'examen. Si vous ne calculez pas les valeurs, ça devient difficile de dire lequel est réellement la plus grande. Donc, dans ce temps-là, je m'assure que le problème, la façon que je le présente, ce que je demande à l'étudiant n'a pas de lien avec la valeur numérique. Dans ce cas-ci, je m'occupe de la partie calculatrice, donc on va aller moi-même jusqu'à chercher les chiffres. Donc, première différence, j'avais deux vecteurs vitesse différents quand j'arrive à la partie déviation. Deuxième différence, je n'aurai pas mes champs magnétiques croisés ici. La façon que je réussis à accélérer mes particules, là, le dessin de Seguin le montre mieux avec les deux plaques. Moi, je n'ai pas dessiné les deux plaques, j'ai juste montré que ma particule positive au départ est soumise à une différence de potentiel, donc elle va être accélérée. Là, si le dessin est fourni, c'est justement là que je m'apercevais que la plaque se dirige, le voltage initial ici vers le voltage final à la fin. Puis quand on regarde le dessin de Seguin, on voit qu'à la fin, on est du côté de la polarité négative, donc du côté où il y a moins d'énergie. Donc ma différence de potentiel, c'est là que j'ai déterminé que je devrais écrire moins 12, moins 1200 volts, là, que je m'en vais vers un potentiel qui est plus bas, je m'en vais vers une plaque qui est sur le potentiel le plus bas de la pile. Allez voir le dessin de Seguin là, pour vous confirmer ça. Donc, présentement, toutes mes variables ici sont illustrées sur le dessin. Si j'aurais débuté avec une feuille blanche, il y a peut-être des choses que je n'aurais pas encore mis mes variables, là, comme je vous mentionnais tout à l'heure. Le problème, la situation 4 précédente, la partie déviation n'a pas changé comme telle. La physique qui est associée à cette déviation-là, c'est exactement la même que tout à l'heure. Ma façon de calculer delta Y, donc je suis allé chercher des choses pour sauver quelques lignes dans ma solution. Là, je suis allé chercher des choses à la situation 4. Donc, la façon de calculer delta Y, c'est la même que tout à l'heure. Je ne mets pas toutes les équations, je mets juste le résultat quand j'ai analysé ma situation. Après ça, le R12 puis le R14, ça va être la même façon que tout à l'heure. Donc, vous pouvez retourner voir la situation 1. Je vais arriver à la même conclusion, sauf au niveau des vitesses, parce qu'ici, j'avais écrit V, puis j'avais écrit V parce qu'on concluait qu'on avait la même vitesse. Donc là, déjà dans ma tête, moi, j'ai pas la même vitesse. Si par hasard j'ai écrit 2 fois V, vous allez voir que très bientôt, là, je m'apercevrai que je fais une erreur de raisonnement en écrivant V et V à cet endroit-là. Évidemment, j'ai plus d'inconnus que tout à l'heure. Après avoir écrit mes 3 équations vertes, tout à l'heure, j'avais 3 équations, 4 inconnus, mais là, de le fait que j'ai mis 2 V différents, j'ai 3 équations et 5 inconnus. Et comme tout à l'heure, maintenant, je suis à l'étape de dire comment je vais calculer mon V. Je ne peux pas utiliser l'équation des champs électrique et magnétique croisés, il n'y en a pas dans ce problème-là. Ça fait tomber ça. Puis quand je cherche une vitesse, il faut que j'aille dans le cours de mécanique. Soit que je vais en cinématique, mais très complexe, puis probablement pas résolvable ici, je ne l'ai pas essayé, ou soit que je vais en conservation de l'énergie, un petit peu plus simple. On l'a déjà fait, donc oui, je cherche des vitesses, je peux utiliser le principe de conservation de l'énergie. Donc, variation de vitesse implique variation d'énergie cinétique. Donc, je m'apprête à écrire ce qu'on a déjà fait, l'équation pour l'énergie cinétique. Attention, là, c'est l'expérience du physicien qui embarque. Quand que je sais que mon énergie est associée à du potentiel, à une différence de potentiel, à un delta V, à minute que je vois, parce que pour moi, c'est de l'énergie, delta V ici, là, je m'apprête à faire de l'énergie, puis je vois delta V. Au lieu de calculer juste V, parce que là, habituellement, quand je vois que je veux calculer une vitesse, je fais K est égal à 1,5 mv carré. Mais je sais que j'ai un delta V. Au lieu d'utiliser K est égal à 1,5 mv carré, je vais utiliser delta K est égal à 1,5 m V final au carré moins V initial au carré. Donc, on peut retrouver ça dans le formulaire, soit dans la partie mécanique, ou on peut la retrouver, je vais vous le montrer, dans la partie électrique du cours. Donc, si je suis perdu et que je me pars de la table de matière, il faut que je cherche de l'énergie. Évidemment, il y a E ici, quand c'est écrit champ électrique, là, c'est pas de l'énergie. L'endroit où j'arrive avec l'énergie, c'est à partir de 32, 33, 34 qu'on voit. Fait que je pourrais aller dans n'importe quel de ceux-là, mais entre autres, je vois delta A, delta P, conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est le 33 qui m'apparaît le plus pertinent. Fait que vous voyez, je suis allé dans le résumé du chapitre 3. On a justement nos principes de conservation de l'énergie, soit en forme pas de delta ou un peu plus loin en forme delta.
Puis je vous rappelle, justement, là, quand on voyait apparaître delta V, ben, c'est la formule, la forme la plus intéressante à prendre là, pour que ça inclue justement le delta V qui est dans le problème. Alors que dans la partie d'en haut, ben, ça ne fait pas apparaître de delta V à aucun endroit. Donc si je choisis de travailler avec cette forme-là, parce qu'il y a delta V dedans, ben, je devrais travailler avec delta K. Puis on voit ici en dessous du delta K que j'ai justement que delta K est égal à 1 demi M V final au carré moins V initial au carré. Fait que j'ai pas besoin de retenir rien par cœur. Je peux toujours retrouver là, une trace quelque part de ce que j'ai besoin. Donc de retour à mon problème, là, je vous ai prouvé qu'on pouvait trouver ça à quelque part. J'ai choisi, je vous rappelle, delta K parce qu'il y avait un delta V dans mon problème. Je l'applique à la première particule. Donc la variation d'énergie pour la première particule, carbone 12, va être égale à 1 demi. La masse du carbone 12, ben, c'est 12 fois la masse d'un proton. La vitesse du carbone 12 à la fin, donc V2 au carré, moins la vitesse initiale qui était 0, moins 0 au carré. Donc je viens d'écrire une quatrième équation. Et j'ai rajouté une inconnue qui est le delta K 1, 2 ici. Évidemment, je peux faire la même chose pour l'autre particule, qui va avoir sa propre variation d'énergie, parce que, on va le voir dans un instant, là, une demi reste une demi, mais la masse, ben, c'est 14 fois la masse d'un proton. Donc, si j'applique ce principe-là, j'arrive à un delta K qui est différent. Si j'arrive à un delta K qui est différent, ça implique que, fondamentalement, aussi une vitesse différente de la particule. Donc, ça vient justifier tout à l'heure que je disais qu'ils ont des vitesses différentes. Quand j'applique le calcul d'énergie cinétique, ils ont des masses différentes, donc ils vont avoir des vitesses différentes. Donc ici, j'ai écrit une cinquième équation, mais ça a rajouté un delta K 1,4 légèrement, pas légèrement différent, mais une septième équation. Une cinquième équation avec une septième inconnue, excusez. Et là, comme on a déjà fait à quelques reprises, là, je partais que je me prenais quelque chose pour le V, donc j'ai mis quelque chose le V, mais ça fait apparaître le delta K. Mais là, c'est le temps d'utiliser le principe de conservation de l'énergie. Donc, la variation d'énergie est égale au travail fait par les forces non conservatives. La variation d'énergie, ben, ça peut être des variations de différentes choses. Encore une fois, je suis toujours à deux particules, fait que je l'applique pour la première particule. Donc, le delta K 1, 2 va être égal, il n'y a pas de gravitationnel, il n'y a pas de ressort, va être égal à la variation d'énergie électrique 1, 2. Donc, je viens d'écrire une sixième équation 8 inconnue, puis je peux appliquer la même chose pour delta K 1, 4. Évidemment, il n'y a pas plus de gravitationnel, il n'y a pas plus de ressort, puis pour l'instant, je prends pour acquis qu'elle aurait aussi sa propre variation d'énergie électrique. Donc, je viens d'écrire une septième équation et j'ai 9 inconnus. Donc, comme on l'avait déjà fait avant dans le chapitre qu'on faisait de la conservation d'énergie, donc j'ai rajouté ça parce que je passais de là à là. Ce qu'il y a de nouveau, c'est ma variation d'énergie cinétique. Donc, on a vu une façon de le calculer. Delta UE est égal à Q fois delta V, que je vais appliquer encore une fois à l'une et l'autre des particules. Donc, je m'apprête à l'appliquer pour la première particule. Vous voyez, fait que je trouve toujours un concept de physique, mais j'ai deux particules, fait que je peux toujours l'appliquer deux fois. Donc, delta U12 va être égal à la charge de 1,2, donc la plus 1,6, on va voir les données en haut, fois le delta V, qui est moins 1200. Donc, je viens d'écrire, initialement, j'aurais dû, première chose que j'avais écrit ici, c'est probablement, je viens d'écrire une huitième équation, et j'ai 9 inconnus. Puis là, je voudrais l'écrire une autre fois pour, comme toujours j'ai fait, là, une particule puis l'autre, puis je l'ai écrit pour delta U14. Donc, en dessous, j'écrirais delta U14 est égal à QU14. Puis là, quand je voudrais mettre le chiffre, puis que j'irais charger, c'est quoi la charge? J'aurais la même charge. Donc, j'aurais la même équation. J'écrirais deux fois l'équation en verte, même si je l'appelais. Fait que je l'ai plutôt fait comme ça, me dire, dans le fond, là, lui, même si je le dédouble, j'arrive à la même valeur. Et là, je vois déjà des étudiants qui sont éveillés, qui pourraient me faire le réflexe de dire, ben, je vais avoir la même énergie électrique, variation d'énergie électrique pour ces deux particules-là. Donc, je vais avoir le même delta K, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure. Mais, puis là, on pourrait dire, ben, je vais avoir la même vitesse. Non, justement parce que tu as le même delta K. Parce qu'évidemment, si ces deux chiffres-là sont égales, ces deux chiffres-là vont être égales, ces deux chiffres-là sont égales, mais ces deux vitesses ne seront pas égales parce qu'il reste encore la différence de masse. Donc, je reste avec la même conclusion que j'ai besoin de deux vecteurs vitesse en haut. Et là, quand je comptabilisais mes équations, quand j'écris quelque chose sur la même ligne comme ça, il y a deux égales, ben c'est l'équivalent qu'il y aurait deux équations de cachées là-dedans. Là. Fait que tantôt, je passais de 7,9
à 8 équations, à 9 équations, puis je n'ai pas rajouté de nouvelles inconnues, donc j'ai 9 équations, 9 inconnues. Fait que là, quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est des choses que j'aurais pu raisonner dans ma tête, ça, qu'ils ont la même variation d'énergie cinétique, puis ça aussi, on le voit presque. Mais même quand vous le raisonnez dans votre tête, vous appliquez ces concepts-là de physique. Okay? Et surtout, on va voir dans la question instantanée tout à l'heure, dans quelques secondes, que c'est possible aussi que je fasse exactement le même problème et que là, il n'y ait pas le même delta UE. Donc là, il faudrait qu'ils soient séparés sur deux lignes. Si c'est deux particules qui n'ont pas la même charge, là, je partais avec deux particules qui ont la même charge. Mais si je pars avec deux particules qui n'ont pas la même charge, ben, je vais avoir deux lignes pour delta UE, puis c'est un tout autre problème. 9 équations, 9 inconnues, donc je trouve une façon de saisir ça ou de manipuler ça, les mathématiques. Si je les ai saisis justement, ben, la calculatrice va me retourner toutes les réponses. On voit que les deux ont les mêmes énergies, variation d'énergie cinétique. Delta K, c'est le même chiffre. Hein, le concept ici nous amenait à dire que delta K était égal à delta UE, mais juste avec une inversion de signe. Ils n'ont pas la même vitesse, donc pour la même variation d'énergie cinétique, étant donné qu'ils n'ont pas la même masse, ils n'ont pas la même vitesse. Et à partir de ces vitesses-là, je suis capable de déterminer maintenant le rayon en appliquant la partie magnétique, là, la partie déviation. Et ça arrive que R14 est plus grand que l'autre. Donc mon dessin en haut là, était bon en termes de positionnement. M14 pouvait être en haut. Puis en termes de vitesse, quand j'ai les chiffres, ben, c'est V12 qui a une vitesse plus grande que l'autre. Donc V12, je devrais mettre une vitesse ici plus grande. Puis V14, une vitesse plus petite. Après ça, la vitesse va justement se combiner dans l'équation qu'on voit ici, là, V12 puis V14. Donc, c'est sûr que si V12 est plus grand, je pourrais penser, hey, si ce chiffre-là est plus grand que le chiffre en bas, R12 devrait être plus grand. Mais là, c'est pas tout ce qu'il y a dans l'équation. Le reste est pareil, sauf le 12 puis le 14. Fait que ça dépend, là. Qu'est-ce qui va avoir le plus d'influence? L'augmentation de vitesse ou l'augmentation de 12 à 14 dans l'équation? Donc, quand je regarde mes rayons, le 12 à 14 semble avoir plus d'importance parce que le rayon est plus grand pour le R14. Fait que passer de 1.28 à 1.38, c'est moins important que passer de 12 à 14. Donc, il y a plusieurs paramètres qui se combinent. Là, puis, si on ne va pas jusqu'à calculer les chiffres, là, ça commence à être difficile de bien être sûr qu'on résout notre problème à quelle particule va aller le plus loin. Question instantanée 4 qui était associée à ce problème-là, c'est encore une fois, c'est dire si je prends du carbone 14 ionisé deux fois, donc j'ai une plus 2E, quel impact que ça va avoir dans le problème? Ben, le premier impact, c'est que déjà delta UE, je ne peux pas le calculer une seule fois. J'ai une fois que j'ai la charge Q12, puis après ça, quand j'ai Q14, il faut que je le recalcule, ça va donner deux fois plus d'énergie cinétique. Puis le delta K12 et K14 vont être différents. Le reste va rester pareil, c'est l'impact là est ici. Après ça, par ricochet, ça déboule sur les autres équations, mais toute ma logique serait pareille. Si je le saisis dans une calculatrice, on voit ce qui est différent ici. Je n'ai pas répété delta U12 puis delta K12 parce qu'ils n'ont pas changé, mais ma particule a deux fois plus d'énergie en ayant deux fois plus de charge. C'est un fois 2 qui apparaît dans l'équation ici. Ma particule a plus de vitesse que tout à l'heure, puis tantôt, elle était moins vite que la V12, là, elle va même être plus vite que la V12. Et son rayon, puis là, je pourrais penser que ça va plus vite, qu'elle va tourner sur un rayon encore plus grand, mais comme je dis, c'est la combinaison des paramètres qui est important. Puis quand on la saisit dans une calculatrice, elle me donne un rayon qui est plus petit. Et un delta Y qui est négatif. Là, j'ai oublié de mettre mon signe moins, mais si on va dans la calculatrice, ou si on irait dans la calculatrice, là, je pourrais vous montrer que j'ai obtenu un chiffre négatif à cet endroit-là. Donc, une particule ionisée deux fois là, va tourner plus rapidement cette fois-ci. Encore une fois, c'est la combinaison des deux paramètres. Là. La vitesse va avoir augmenté. Hein. On disait que la vitesse avait augmenté là, par rapport à la situation de tout à l'heure. Je passais de 1.28 à 1.81. Fait que là, je pourrais penser que le rayon va augmenter. Mais je n'ai pas doublé de vitesse. Là. Je suis passé de 1.28 à 1.81. Alors que le paramètre qui est en bas, la charge dans ce problème-là, c'est vrai, c'est à l'autre endroit que la charge a de l'influence. Bien ici, j'aurais un 2 fois en avant de ça parce que ma charge est rendue une 2 fois ionisée. Puis là, ben, c'est le double, puis c'est au dénominateur. Donc lui a plus d'impact, puis lui vient faire diminuer le rayon. Donc, problème intéressant là, au niveau compréhension. Exemple, quand je dis que je ne veux pas vous demander les chiffres, je pourrais mettre moi-même tous les chiffres et essayer de vous demander quel serait l'impact si je fais
bel exemple, 2 fois l'immunisation de Q14, tout le problème est résolu, puis je vous demande de l'analyser puis me dire à quel endroit ça vient changer mon problème. C'est vraiment des problèmes de physique, je l'admets, pas si simple que ça, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Tout à l'heure, on avait quand même relativement, j'espère, compris la première partie pour retourner à la situation 1. Puis le reste, c'est de la mécanique, c'est de la conservation d'énergie. J'ai une variation d'énergie liée à la vitesse, j'ai mon principe de conservation. Il y a ça qui est nouveau dans la partie électricité, comment calculer le dernier paramètre qu'on utilise cette année, la variation d'énergie électrique. On ne fait pas de variation de gravitationnelle puis de ressort, ça nous intéresse moins, mais là, c'est de la variation d'énergie électrique. Puis on a une façon de la calculer.